Bon, c'est pareil, c'est l'utilisation, je sais pas trop, tu peux peut-être nous faire une démonstration. Ah, ok. Donc là on est dans le rez-de-chaussée, partie un peu plus voilà, cuisine, un peu basique. Au niveau des acheteurs, est-ce que tu vois quelqu'un qui soit proche? Est-ce que quelqu'un, partout en France finalement, on peut acheter cette Love Room et la gérer à distance? Et quelles tâches? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu différente, un peu particulière. Ah oui, vous voyez l'ambiance un peu différente d'habitude. T'aviser. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau projet atypique. Alors, vous connaissez un peu les love rooms, les gîtes romantiques, etc. Là, c'est un concept un peu plus avancé. On va dire que le propriétaire a été au bout du concept. Je vais te laisser un petit peu présenter le projet. On est dans une petite maison, dans un petit village. Et on va vous présenter ce concept un peu novateur. On est en plein dans les nouvelles tendances de logements insolites, atypiques, à thème. C'est en pleine vogue, en pleine tendance. Ça fonctionne très très bien. Et donc, on a le plaisir de vous partager et de vous présenter ce projet qui a été donc récupéré par Nicolas en mandat de vente pour vous le proposer en exclusivité pour les abonnés donc, de YouTube et également pour ceux qui nous suivent sur Instagram en priorité, en off-market on va dire. Et donc, on va vous présenter tout le concept comme d'habitude. On va vous faire la visite. On vous imprégner de ce lieu et puis on va tout vous dévoiler, les chiffres, le concept, puisque c'est un vrai business au-delà d'un investissement locatif. Il y a un beau potentiel à développer qui a déjà été exploité par un propriétaire. Il y a beaucoup d'idées de développement voilà, avec ce projet. Donc Nico, déjà est-ce que tu peux poser un peu le contexte où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on va voir finalement dans cette vidéo? Oui, on est à Saint-Michel-Mont-Mercure, on est sur le point culminant de la Vendée, hein. Donc, alors la Vendée c'est pas très haut, mais on perche à 300 mètres d'altitude ici. Donc bon, aujourd'hui il fait pas très beau, mais on arrive à avoir quasiment 360 là ici autour de cette place. On est en face de l'église, alors c'est aussi atypique hein, puisque vu l'exploitation du bien, le propriétaire a fait ce pari de se mettre juste en face de l'église. Comme l'a dit Robin, on va présenter un projet Love Room. Alors on fait attention à ce que l'on dit puisque aujourd'hui peu le savent, mais le mot Love Room est une marque déposée. Hein, donc on va parler plutôt de gîte romantique et pour le coup très très romantique. Exactement, vous allez voir. Voilà, donc les love rooms hein, ou les gîtes romantiques aujourd'hui tout le monde connaît, hein, c'est beaucoup démocratisé depuis quelques années. Je dirais que c'est même historiquement le film 50 nuances degrés qui a lancé un petit peu le concept alors à l'époque sur les States et puis ça s'est implanté aujourd'hui en France il y a maintenant quasiment une dizaine d'années. On en voit un peu partout et je dirais que pour avoir une love room qui fonctionne, il faut clairement se démarquer des autres. Il ne faut pas un simple spa, une simple jacuzzi. Et ça a été le choix du propriétaire, c'est d'avoir cette salle de jeu qu'on verra derrière. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Avec une évolution possible, puisque on l'a vu, c'est un bien qui fonctionne, qui se loue, mais il y a des choses à améliorer qui pourront facilement booster le remplissage et donc la rentabilité du bien, quoi. D'accord. Puisque là actuellement le propriétaire lui n'est pas en France, ne vit pas en France. Oui, tout à fait. Donc il s'implique pas ou pas peu ou pas du tout d'ailleurs dans le projet en fait Oui, je dirais peu hein. Effectivement il est expatrié en Asie donc voilà aujourd'hui marié avec quelqu'un de là-bas. Il a fait le choix de déléguer et c'est normal, il y a une conciergerie locale qui fait du très bon boulot. Maintenant voilà, le propriétaire demain qui veut récupérer ce bien, j'aurais tendance à l'inciter à avoir une gestion plutôt en direct. Alors en direct ne veut pas dire d'aller faire les ménages, les check-in et puis se créer un deuxième job clairement, mais d'avoir une automatisation, une délégation différente. Et là-dessus, je pourrais en parler. Je pense être assez légitime hein, sur le sujet, puisque j'ai une conciergerie avec 8 appartements. Alors, conciergerie entre guillemets, mais j'ai 8 appartements en gestion Airbnb aujourd'hui sur le secteur des Sables d'Olonne. Et je ne me suis pas créé un deuxième métier. Ça me prend 5 minutes par jour, clairement. Donc, il faut bien déléguer les tâches, avoir les bonnes personnes. Et on évite de se payer les frais d'une conciergerie. D'accord, très bien. Donc là, clairement, elle est un peu sous-exploitée. En termes de réservation, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui et quel est pour toi le potentiel de développement en termes de réservation de ce projet? Oui, aujourd'hui, le propriétaire a démarré son exploitation le 1er septembre 2022. Donc, il a fait ses chiffres là, après un an d'exploitation, à la fin août. Il a rempli à 40%. Mais attention, il a rempli à 40% exclusivement avec son propre site internet. On vous partagera ça très certainement le nom du site. Le site qui d'ailleurs fait partie du packaging hein, que vend le propriétaire.
enfin qu'il offre, hein, finalement c'est compris en tout cas dans le prix de vente du bien. D'accord. Comme le nom, hein, ici on est sur les secrets de Mercure, donc c'est un nom qui a été déposé aussi à l'INPI, hein, un peu comme une marque, donc il l'offre dans ce packaging. Ta question, c'était quoi? C'était en fait le taux de remplissage actuel et le potentiel de remplissage estimé. Possible, oui. Donc aujourd'hui, il loue à 40%. 40% uniquement avec son propre site. On imagine assez facilement, en allant chercher ce qu'on appelle les autres OTA, les agences en ligne, telles que Airbnb, hein, aujourd'hui qui est un mastodonte, ou Booking, pouvoir viser, et c'est comme ça que j'ai fait mes calculs de rentabilité, aller chercher du 60%. C'est ce qui me semble logique. Je suis aussi propriétaire moi de gîtes romantiques et je n'envisage pas une exploitation, un remplissage à moins de 60%. On peut, si effectivement le bien est bien exploité, bien travaillé, même aller chercher du 70, du 80% remplissage sans problème. Donc le bien, à mon sens, est complètement sous-exploité. Mais ce qui s'explique par des réservations uniquement à partir du site. Oui, c'est incroyable. Ouais, c'est déjà, je trouve ça incroyable que juste avec un site internet qui est 40% de réservation, Google Ads comme on dit, il réussit à remplir à 40%. Donc il y a encore, je dirais, tout à faire dans ce. Juste avec du référencement naturel, il ne fait pas forcément de publicité sponsorisée ou. Donc effectivement, alors Airbnb en plus développe une partie de logements insolites depuis assez peu. Voilà, de plus en plus, on peut sélectionner des catégories insolites, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Appartements à thème, on voit, il y a pas mal, ça fonctionne assez bien et ça permet d'avoir une nuitée beaucoup plus élevée puisqu'on est marqué, on est dans une niche, on est dans un thème. Donc voilà, ça fonctionne bien, c'est les tendances. Je vois des appartements à thème. Par exemple Harry Potter, thème Star Wars, thème voilà, très marqué comme ça. Et comme là on est dans un concept, vous allez voir, un peu plus poussé avec des jeux, avec voilà, quelque chose de plus avancé, on marque encore plus son territoire par rapport à ce qu'on peut trouver sur les classiques chambre d'amour, gîte d'amour comme tu dis. On a été un petit peu plus loin dans le concept, donc voilà, Airbnb, Booking, plus d'autres systèmes de communication qui peuvent être faits. Donc déjà, on est sur un projet qui est rentable avec un faible taux de remplissage. On peut donner alors quelques chiffres du coup, coût de vente du projet, prix de vente du projet et coût total du projet. Tu as prévu un petit peu de travaux? Oui, on a, si je reprends vraiment les chiffres précis, mais le bien est affiché à 165 000 € net vendeur. Et là-dessus, effectivement, moi je prévois une enveloppe travaux autour de 10 000 €. Alors la partie travaux, elle est plutôt sur le rez-de-chaussée, on le verra plutôt à la fin, même si tout se passe plutôt à l'étage. Mais si on devait avoir des choses effectivement à améliorer, c'est plutôt sur la partie rez-de-chaussée. Donc sur les chiffres, voilà, 165 000 €, on a les honoraires projet locatif. On est sur une enveloppe de 190 000 € à peu près. D'accord, moins de 200 000 €. Voilà, moins de 200 000 €, donc petit budget. Accessible aussi plus facilement aussi par rapport aux banques. Et une rentabilité, ici effectivement, si on va chercher le remplissage que j'estime, 60%, en gardant les prix qui sont affichés aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une nuitée en semaine, donc la semaine c'est du lundi au jeudi, on est à 195 € et le propriétaire aujourd'hui passe à 245 € sur le week-end. Donc le vendredi, samedi et dimanche soir inclus sont considérés comme les jours de week-end. Donc on arriverait à un chiffre d'affaires mensuel, un revenu locatif mensuel de 2000, quasiment 2400 € par mois. Ce qui est à mon avis tout à fait réalisable. Je compare un petit peu par rapport à la cabane que j'ai présentée il y a assez peu de temps, qui était au même prix de vente à peu près et qui par contre était très bien optimisée par les propriétaires qui se sont beaucoup impliqués dans le développement et la communication et qui arrivaient à louer un peu plus de 300 nuits par an et qui arrivaient en moyenne à un chiffre d'affaires entre 80 et 90 000 € annuels, et on est sur des montants à la nuitée qui sont à peu près équivalents. On était entre 250 et 300 € la nuitée. Un peu le même concept, sauf que c'est une cabane dans les bois, mais romantique, voilà, ambiance romantique. Et ils ont beaucoup de personnes, même locales, qui reviennent d'une année sur l'autre pour se faire un petit moment en amoureux, en couple, une petite pause. C'est pas surprenant. Et j'étais très surpris en fait du taux de remplissage qui, pour le coup, est à plus de 85%. Voilà, parce qu'ils se sont beaucoup impliqués, beaucoup investis, ils ont bien automatisé les systèmes. C'est ce qu'il faut faire. Donc là, ça me paraît tout à fait 60%, ça me paraît tout à fait pessimiste.
Oui, on est sur un scénario pessimiste. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais, aujourd'hui, on parle d'expérience client et c'est exactement ce que recherchent les voyageurs, hein, que ce soit des thématiques, tu parlais d'Harry Potter ou autre. Mais les gens ont besoin de cette expérience client, ont besoin de casser un peu cette routine. Oui, bien sûr. Le vrai axe de progression, je dirais, que l'on a sur ce bien-là, c'est qu'on est à 7 km du Puy du Fou. Aujourd'hui, on ne présente plus le Puy du Fou qui a été plusieurs fois élu meilleur parc du monde, donc c'est un peu notre fierté, nous les Vendéens. C'est sûr, c'est magnifique. Le Puy du Fou, ça génère plus de 2 millions de voyageurs par an. Il y a encore un déficit hôtelier aujourd'hui autour du Puy du Fou. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on imagine un couple, parce que forcément, on va plutôt ici viser des couples plus que des familles, qui iraient au Puy du Fou, chercheraient à réserver, un peu comme tout le monde, une nuit sur Booking, Airbnb, et tomberaient sur l'annonce. Et en fait, c'est qu'on va réussir à attirer une clientèle qui n'imaginait pas venir ici, mais qui va payer peut-être 50, une centaine d'euros en plus par rapport au budget initial sur un hôtel lambda, passer une nuit ici dans cette Love Room, dans ce gîte romantique, quoi. Donc il y a une vraie clientèle à aller chercher grâce au Puy du Fou, puisqu'on est vraiment la commune d'à côté qui est les Épaisses, quoi. À 4 km, c'est vraiment très proche. C'est ça, on est juste à côté. Ok, bon, allez, on fait un petit tour, on vous montre tout ça? Allez, c'est parti. Vous arrivez pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et merci pour votre soutien, pour tous ceux qui nous encouragent en mettant le petit pouce bleu, parce que c'est comme ça qu'on fait connaître la chaîne YouTube. On donne beaucoup de notre temps, de notre énergie. On a fait 5 heures de route pour vous filmer aussi ce projet. Ça demande pas mal d'heures de travail. Donc je vous remercie toutes les personnes qui me soutiennent. Et je co-dirige également la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description. C'est une société qui est spécialisée en investissement immobilier. Que vous souhaitez acheter ou vendre votre bien d'investissement locatif, nous avons une équipe de 120 conseillers, tous des multi-investisseurs répartis sur toute la France, qui peuvent vous aider à passer à l'action. Donc là, on se retrouve finalement dans la suite parentale, côté un petit peu cosy, c'est ça, baignoire balnéo. Ouais. Voilà, on voit que donc plusieurs remous possibles. Ah, c'est bloqué, comment ça marche ça? C'est toujours un peu le problème de savoir comment faire fonctionner les appareils. Et là, c'est parti. Bon mais Nico, je t'invite à nous dire comment les remous se passent. En tout cas, on peut mettre de la musique, je crois. Ah. En plus. Ah. Ok. On peut même connecter un téléphone en Bluetooth. C'est sympa, ouais. Magnifique. Bon, non, voilà. Ça super sympa. Très bien. Jacuzzi pour 2 personnes. On retrouve la douche juste après. D'accord. Une belle douche à l'italienne. Ok, très bien. Bon, on voit que c'est propre, ça a été rénové en fait il y a peu de temps puisque le propriétaire l'exploite depuis une bonne année, c'est ça à peu près? Oui. Ok. J'essaye de diminuer le... Ah, ça fait ça? Ouais, j'ai l'impression que c'est une love room un peu dynamique. On va voir après, mais j'ai l'impression que c'est une love room quand même qui a du potentiel de dynamisme. Ah ouais, j'ai tout coupé, ok. Alors on va la rallumer. Bon, en tout cas, elle fonctionne bien. Ah, effectivement. Voilà. Ça va calmer un peu le jeu comme ça, c'est bien. Très bien. C'est bien d'avoir des petits moments un peu hard et un peu plus calme. Ok, donc le propriétaire, pourquoi il vend du coup ce projet-là? Il est expatrié en Asie, il s'est marié avec une Asiatique, donc oui, voilà, il avait effectivement trouvé la maison avant le Covid, ça a traîné comme beaucoup avec le Covid, avec les travaux. Oui, il a fait une partie lui-même, une grosse partie qu'il a déléguée à des artisans locaux. D'accord. Et puis voilà, 1 an d'exploitation, et puis bon, finalement il veut s'en séparer, récupérer un petit peu de sous, je dirais, par rapport à ce projet-là. D'accord. Et voilà, il compte pas revenir en France, donc... Oui, voilà, il a refait sa vie finalement à l'étranger. Il est parti à l'étranger, donc... Bon, c'est un business qui fonctionne, mais voilà, il veut s'en séparer. D'accord, très bien.
Donc là c'est la partie nuit, donc avec des petits sofas, je sais pas, c'est pour faire la sieste ça, c'est pourquoi? La sieste et plus si affinité. Ouais. D'accord, ouais, je connaissais pas, ouais, ces fauteuils un peu... Ok, avec des petites vagues. Il y a un nom ce sofa, hein, je n'ai pas retrouvé le nom, je crois que c'est Sampra ou Santra. D'accord. Je pense que les auditeurs pourront voilà, le relever. Mettez-nous dans les commentaires si vous connaissez l'utilisation et les fonctionnalités éventuelles de ce magnifique fauteuil. Il est très confortable, je me suis allongé tout à l'heure dessus. Tu l'as essayé? Personnellement, c'est bien. Tout seul, je l'ai essayé. Ok. Donc là, on est à l'étage de la maison. On va vous montrer après le rez-de-chaussée, qui est plus la partie, on va dire, d'utilisation avec la cuisine, voilà, plus formelle, une salle d'eau indépendante. Et là, on est plus vraiment dans la partie cocooning. Oui, voilà, ok. C'était bien aménagé, oui. On a un petit coin salon, effectivement, ici avec le canapé. Ok. Une belle déco. Alors, on retrouve des jeux, hein, liés au thème de la maison. Hein. D'accord. Kama Sutra Poker Game. D'accord. Action, vérité. Pas mal. Donc voilà, des petits jets pour agrémenter un peu le moment passé ici en couple. D'accord. Donc là, on commence tranquillement dans cette pièce-là. J'imagine. Et puis après, il y a une autre pièce aussi où on peut aller un petit peu plus loin. Oui. Pour ceux qui le souhaitent. Aux choses sérieuses. J'ose pas montrer, je te laisse. Ah, c'est moi qui présente. Ouais, et je pense que c'est toi t'es plus le connaisseur. Moi, je suis un peu novice dans le domaine, donc. Donc voilà, on va dire que le propriétaire a poussé le concept un petit peu plus loin. Oui, et puis d'autres le font déjà aujourd'hui. Hein. On sait que ça fonctionne. Effectivement, ça a été son point de démarcation. C'est là-dessus effectivement qu'il a voulu appuyer. D'accord. On voit qu'il y a un marché, on voit que ça fonctionne. Donc voilà, on a dans cette salle de jeu, si on peut l'appeler ainsi. Voilà, des outils, une table, on appelle ça un banc à fessier officiellement. Un banc à fessier, une guillotine, la fameuse croix de Saint-André, ici, il est au mur. D'accord. Donc voilà, des jeux, des outils qui permettent de s'amuser en couple. D'accord, très bien. Bon, c'est pareil, c'est l'utilisation, je sais pas trop, tu peux peut-être nous faire une démonstration. Je peux faire des burpees, mais pas ça. C'est vrai. D'accord, donc mais petite pièce de jeu. Ok. Oui, une pièce qui plaît beaucoup, hein, clairement, pour les gens qui y passent. Hein. C'est vrai qu'on a le jacuzzi et cette pièce ici, donc voilà, elle a le mérite d'exister, c'est plutôt bien pensé. Voilà. D'accord. Donc là, c'est géré entièrement par une conciergerie. On peut s'imaginer, est-ce que c'est compliqué finalement à gérer est-ce que ça attire des personnes qui laissent dans un mauvais état? Parce que c'est quand on voit ça, on peut racoler avec une image un peu gore, un peu hard finalement du sexe. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des vraies problématiques en termes de gestion, de ménage, je sais pas, tout ça? Ou finalement c'est des gens respectueux du Oui, du de toute façon, je te dirais de manière générale aujourd'hui, ce qu'on peut imaginer dans les logements Airbnb, les casses, les appartements saccagés, ça correspond à 1%, 2% des biens. Je suis encore une fois bien placé pour en parler en gérant 8 appartements Airbnb. Ça fait 7 ans que je fais ça et je vais pas dire que j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de cas, c'est pas vrai. Mais si je dois ramener ça à proportion du nombre de clients que je brasse, et j'en brasse quasiment plus de 1000 par an, ça reste anecdotique. Donc oui, les gens de manière générale sont respectueux, d'autant plus qu'ici quand même, on vend une nuitée entre 200 et 150 euros. Les gens ne sont pas là pour casser. Un peu déjà. Voilà. Donc pour cette question-là, effectivement, la clientèle est respectueuse. Après le ménage, alors oui, on a un ménage forcément plus poussé. Hein, vous pensez bien en termes de désinfection, surtout post-Covid, hein, on y pense encore plus. Donc tout est nettoyé, désinfecté, le spa. Voilà, on a un ménage qui est fait ici en profondeur, quasiment 2 heures de ménage, entre 1h30 et 2 heures de ménage dans tout le logement, quoi. Donc voilà, c'est effectivement important. Ok, très bien. Là pour l'instant, tout est géré par une conciergerie locale. Oui. Donc il y a un poste d'optimisation à ce niveau-là, puisque le client n'est pas sur place, donc il a voulu déléguer totalement à une conciergerie qui est assez chère au niveau tarif, au niveau gestion, mais c'est vrai qu'il n'avait pas forcément peut-être le choix de faire autrement. Voilà, ça a été son choix. Après, je ne dirais pas que la conciergerie est chère ou pas chère. En tout cas, elle va forcément impliquer un pourcentage de gestion. Aujourd'hui, une conciergerie, c'est entre 20 et allez, maximum 30% pour gérer le bien. Derrière, vous allez rajouter des frais de ménage,
des frais de blanchisserie, parce qu'il y a forcément un peu de linge à laver. Et tout ça peut représenter un gros poste, effectivement, et considérablement bouffer votre marge. Ouais, clairement. Tout à fait. Alors, ça a été le choix du propriétaire. Lui, il s'est expatrié, il est à l'autre bout du monde, il y a un décalage horaire, il ne voulait pas se préoccuper à ça. Donc, il a fait le choix de la conciergerie. Maintenant, encore une fois, les tâches les plus chronophages, de manière générale, d'ailleurs, sur des logements en location de courte durée, que ce soit sur des thématiques gîtes romantiques ou de la location Airbnb classique, c'est la remise des clés qui peut être chronophage. Et là, en l'occurrence, on le verra, on a une petite boîte à clés très simple, mais qui fait le taf, qui fait son travail, efficace. Avec un email qui est envoyé de manière automatique. Je parle d'email automatique, là on parle de Channel Manager, c'est un petit logiciel que vous payez 15-20 € par mois qui permet de synchroniser vos calendriers, vos tarifs, d'envoyer tout ce qui est communication de manière automatique, donc ça fonctionne très bien. Donc on va déléguer cette tâche-là. D'accord. Le ménage, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une conciergerie qui vient faire le ménage? Est-ce que c'est la conciergerie qui se déplace faire le ménage? Non, c'est une femme de ménage indépendante qui vient. Tout à fait. Donc il y a un travail effectivement, et moi je le vis aujourd'hui sur mes biens aussi, c'est de prospecter, de trouver une femme de ménage indépendante, si possible en micro-entreprise, qui va venir plus ou moins tous les jours et qui va se déplacer de manière autonome. Elle aura accès à un calendrier. Et elle va venir faire le ménage. Très bien. Vous verrez sur l'estimatif que j'ai fait, la rémunérer à peu près 22 € de l'heure. Moi, c'est les prix que j'applique avec ma femme de ménage, puisque derrière, elle aura un petit peu de charge forcément en tant qu'indépendante. Et voilà, donc vous avez délégué la communication, vous avez délégué la remise des clés, le ménage, le linge. Généralement, on fait d'une pierre deux coups avec la femme de ménage. Elle récupère le linge, elle le nettoie chez elle. Et après, c'est un système de kits. Vous avez 3, 4, 5 kits et puis ça va tourner. Et en faisant ça, en déléguant ces tâches qui peuvent être chronophages si on le fait soi-même, on va venir considérablement diminuer les coûts. Diminuer les coûts. Oui, tout à fait. C'est pas ce que fait aujourd'hui le propriétaire actuel, mais ça a été son choix. Alors je ne dis pas pour les futurs hackers, les futurs propriétaires qu'il ne faudra pas passer par une conciergerie. Il faut que ce soit un choix. Mais dans le calcul de rentabilité que j'ai fait, j'imagine un scénario où on trouve une femme de ménage et on automatise ces tâches-là. Et là, on peut viser avec un remplissage à 60%, une rentabilité de proche de 15% brut et un cash flow avoisinant aussi les 800 € par mois. Toi, tu pourras accompagner la personne qui achète dans la gestion et la mise en place de cette automatisation de gestion? Oui, clairement, ça fait 7 ans que je fais de la location de courte durée. Je serai là pour apporter les tips et tout ce qu'il faut pour orienter. Très bien. Parce que c'est ça qui fait la différence, c'est toute cette expérience que tu as dans le domaine. Alors, je n'irai pas prospecter à la place de la personne, parce qu'effectivement, il y a un travail à faire de manière individuelle pour aller trouver la femme de ménage. Mais aujourd'hui, il y en a sur le marché. Il faut. Tu as les méthodes pour les trouver. Il y a les méthodes, et puis, mais oui, bien sûr que je serai là pour accompagner jusqu'au bout. Il faut que cette love room puisse fonctionner. Toi, tu vois au niveau des acheteurs, est-ce que tu vois quelqu'un qui soit proche? Est-ce que quelqu'un, partout en France, finalement, on peut acheter cette love room et la gérer à distance? Et quelle tâche concrètement va rester à l'acheteur? Tu as expliqué tout ce qui peut être délégable, mais concrètement, qu'est-ce qu'il va devoir gérer? Il va devoir gérer les annonces, les messages, gérer un peu d'automatisation avec la femme de ménage. Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Est-ce qu'il y a besoin de s'impliquer concrètement beaucoup dans le projet, ou finalement assez peu avec toutes tes connaissances et ton expérience qui va pouvoir être... Si tout est bien, encore une fois, délégué et automatisé, on peut sur le principe être à l'autre bout de la France et gérer le love room. Encore une fois, je gère 8 appartements Airbnb sur les sables. Alors, mes appartements sont sur les sables et j'habite sur les sables d'Olonne, mais je ne vais jamais dans mes appartements. Comme je dis à chaque fois, je pourrais être à Lille ou à Marseille, que ça serait la même chose. Pourquoi? Puisque les check-ins sont automatisés, le ménage est délégué. Alors moi, j'ai poussé encore plus loin, c'est qu'effectivement, pendant des années, j'ai gardé la communication. Communication, c'est le voyageur qui n'arrive pas à ouvrir la boîte à clés, qui veut réserver, qui veut une facture. Mais ça prend du temps, ça. Ça prend du temps, effectivement. Alors, ça prend du temps quand il y a du volume comme moi, où j'ai 8 appartements. Où effectivement, c'est 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, répartis sur une journée entière. Ça peut représenter 1 heure, 1 heure et demie par jour. Quand on ne fait pas que ça, parce qu'effectivement, j'ai mes fonctions aussi chez les projets locatifs notamment, ça prend du temps et c'est une charge mentale, je dirais. Donc après, ça, on peut aussi le déléguer. Moi, typiquement, j'ai une personne aujourd'hui qui est responsable de la communication, à qui j'ai acheté un téléphone avec un numéro dédié, et toute la communication et les demandes Airbnb, Booking et autres se font sur ce téléphone-là. Alors je forfaitise, je pourrais être transparent, 300 €, c'est ce que je donne à cette personne-là, et elle me gère toute la communication. Donc je n'ai plus à me préoccuper des questions voyageurs ou autres. Si on en reste à ce bien-là, ici on parle de un bien.
c'est peu de communication finalement. Oui, ça peut être quelques messages de temps en temps. Si tout le process est bien calibré, c'est ça, avec des réponses un peu automatiques sur des questions classiques qui sont posées, on enlève 80%. Les questions sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes questions. Donc quand vous avez fait votre inventaire des 20 questions les plus posées, finalement vous allez créer des messages types en amont, avec encore une fois le chain manager qui va envoyer un email en disant le check-in c'est à telle heure, le linge est fourni. Enfin, vous allez apporter déjà de la valeur. N'oubliez pas de détacher votre femme en partant, par exemple. Donc voilà, c'est toutes ces petites consignes que vous rappelez, et après effectivement, alors, qui plus est, j'irais sur un logement comme celui-ci, une fois que les gens ont réussi à rentrer dedans, il y a un petit protocole, on l'a peut-être vu là sur le spa qui explique comment l'utiliser. Bon. Oui, mais c'est simple, une fois qu'on a vu rapidement, c'est pas compliqué. Oui, tout à fait. Bon, très bien, on va voir la suite. Donc là, on est sur la partie haute. Je pense qu'on a fait le tour sur cette partie-là. On voit que tout est neuf, tout a été rénové, tout est en bon état. Après une année d'utilisation, je n'ai pas remarqué de problématiques, de choses cassées ou mal utilisées. Donc ça donne déjà un aperçu. Oui, puis c'est l'avantage, je dirais, des locations de courte durée, c'est que contrairement, et tu le disais tout à l'heure, tu me parlais de casse éventuelle ou autre, finalement, alors surtout sur un bien comme celui-ci où finalement les gens restent une nuit, allez peut-être 2 nuits, on a une rotation tous les jours, et qui dit rotation dit femme de ménage qui vient, qui vérifie, qui entretient. Donc les biens aujourd'hui qui sont en location de courte durée sont souvent mieux entretenus que des biens qui parfois peuvent être laissés à un locataire qui va rester 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui potentiellement parfois c'est mauvaise surprise, mince. Il faut refaire les peintures, il faut refaire les sols, il faut changer. Il n'a pas entretenu pendant 1 an. Bon. Exactement. Là, au moins, on garde la main quelque part sur le bien, puisqu'on y passe tous les jours, pour ainsi dire. Ok, bon, très bien. Et puis, il y a pas mal d'optimisation aussi, on va voir en bas, mais au niveau des repas, au niveau des prestations qui peuvent être ajoutées aussi. Oui. Alors, même si, effectivement, aujourd'hui, je dirais que les futurs couples vont passer du temps plutôt à l'étage, mais on le verra, c'est sur le rez-de-chaussée où on a plus à travailler, à évoluer sur le projet. En tout cas, il y a de la marge de manœuvre sur le rez-de-chaussée. On mettra quelques images de l'extérieur de la maison. Là, aujourd'hui, on est tombé un mauvais jour. Là, c'est la pluie. C'est la tempête. Mais tu m'enverras quelques images de la maison pour montrer un petit peu l'extérieur. C'est l'avantage d'être indépendant et pas avoir de problème de copropriété. Hop là. Et de gestion, souvent, quand on fait la location courte durée, avec les allées et venues, il peut y avoir des problématiques comme ça avec des voisins, etc. Là, on est totalement indépendant. Donc, c'est le gros avantage aussi. Oui, complètement. Ouais. Donc là, on est dans le rez-de-chaussée, partie un peu plus cuisine, un peu basique. Tout est neuf, tout a été rénové finalement il y a 1 an. Et là, tu as prévu quelques travaux, une petite enveloppe travaux, parce que je suis d'accord avec toi, on en a parlé un peu avant la vidéo. Qu'est-ce que tu prévois? Toi, tu as prévu une enveloppe de 10 000 € de travaux. Oui, j'ai mis effectivement 10 000 €. Alors, j'aurais presque tendance à conseiller ici à prendre les services d'une décoratrice intérieure. Parce qu'aujourd'hui, si on veut marquer le coup et changer un peu cet espace, parce que voilà, effectivement, on voit que les couleurs, la décoration, il y a des choses à faire. On peut imaginer refaire les sols. Je trouve que c'est dommage clairement d'avoir ici un carrelage blanc. Oui, je suis d'accord. Une cuisine blanche, ça fait blanc sur blanc. On retrouve derrière les murs blancs. Donc on peut vite avoir un sol, ça peut être classique, des lames PVC. Quelque chose de plus chaleureux, en bois ou tout à fait. Du bois effectivement qui peut rappeler notamment la crédence. Donc oui, je pense qu'ici on peut imaginer pourquoi pas un faux plafond avec des bandeaux LED ou des spots. Un peu éclairé, complètement, sans forcément aller chercher sur ce qu'on voit partout, le néon rose, un peu kitsch, que l'on voit dans tous les gîtes romantiques. Mais je pense que l'idéal est là ici, c'est les sols, les murs, pareil, revoir ici, il y a peut-être créer des niches, peut-être une tapisserie. Aujourd'hui, il y a des tapisseries qui d'ailleurs valent presque une fortune, mais qui vont vraiment sortir de l'ordinaire, quelque chose où qui est un peu plus, je dirais, cet effet waouh quand on rentre. Un peu plus chaleureux. On n'a pas forcément, même si on voit le nom ici là, du gîte romantique, les secrets de Mercure, que d'ailleurs, encore une fois, le propriétaire a déposé à l'INPI, donc c'est une vraie marque. Pour l'histoire, pourquoi les secrets de Mercure? Ici, on est historiquement au village de Saint-Michel-en-Mercure. Encore une fois, le point culminant de la Vendée. Aujourd'hui fusionné, donc ça donne la ville Sèvres-Mont. Mais voilà, pourquoi les secrets de Mercure? Historiquement, on était à Saint-Michel-en-Mercure. Donc un nom qui est déposé, un nom qui est sympa. C'est vrai que il a son propre site, vous pourrez aller voir www.lessecretsdemercure.fr.
.fr ou .com, je crois que c'est .fr de mémoire. D'accord, on mettra le lien de toute manière dans la description du site internet. On mettra le lien, on a un site qui est plutôt bien fait, où les gens réservent directement dessus, donc encore une fois tout ça sera transférable pour le futur propriétaire. Voilà. Donc finalement peu de frais à prévoir puisque tout a été rénové il y a un an, donc voilà 10 000 € pour remettre, moi je suis d'accord, remettre un petit peu dans l'ambiance, qu'il y ait un peu de cohérence entre le haut et le bas, voilà, il manque cette cohérence. Mais tout est là. Et donc on regardait par rapport à la cuisine, aujourd'hui c'est vrai que le propriétaire propose un pack avec une bouteille de vin mousseux, classique. Je pense que là-dessus on peut améliorer tout à fait le service avec une bouteille de champagne. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et après il y a d'autres services que tu imagines aussi pour ajouter, parce qu'en fait rien n'a été fait à ce niveau-là aussi. Oui, pareil, alors, effectivement, je dirais que même que moi-même, j'ai testé des love rooms, comme on le dit, pour pouvoir un peu s'imprégner du projet, étant investisseur sur ce type de projet. Le couple qui vient lambda s'installer ici, profiter, passer du bon temps, n'a clairement pas envie de sortir à l'extérieur, surtout qu'on est dans un petit village. Je suis même pas sûr que le soir, les restaurants soient ouverts. Donc ça implique quoi? Ça implique peut-être d'aller faire de la route, d'aller jusqu'aux herbiers ou de faire la cuisine ici. Généralement, quand on est posé en couple ici, on va passer un moment tranquille en couple, en cocon. Voilà. On n'a pas envie de faire de la vaisselle. Donc, on peut imaginer typiquement ici un petit service traiteur, et certains gîtes romantiques le font déjà. Ça peut être des plateaux repas ou, et c'est ce que moi je vais faire à titre personnel, la mise à disposition de bocaux. Trouver effectivement un restaurant qui puisse proposer des bocaux, pouvoir les stocker quelque part. Hein, vous allez voir, on a une belle cave en bas avec des prises. On peut imaginer mettre à disposition un frigo, avoir un stock de bocaux puisque la date de péremption est assez longue. Hein, on peut aller facilement jusqu'à un mois. Et voilà, on passe le bon moment et derrière on ressort effectivement les bocaux. Au moins on reste sur place, quoi. Tout à fait. Quitte à marger en plus, hein, c'est là où on peut apporter de la valeur ajoutée. Oui, bien sûr, c'est le but. Aujourd'hui, on peut facilement sur un entrée plat dessert avec les bocaux être à 15 €. Et croyez-moi que si vous revendez ça, le menu pour 2 personnes à 60 €, les gens seront prêts à le mettre puisqu'effectivement ils n'auront pas cette contrainte d'aller à l'extérieur, quoi. Tout à fait. Mais c'est ce qui était fait justement par la cabane et ça fonctionnait justement très très bien. Mais des bocaux, alors on dit bocal, mais en fait c'est des produits locaux, bien travaillés, de qualité. Et donc en fait c'est quand même des bons plats en fait. Oui, de saison, donc, c'est frais. Donc là-dessus effectivement je pense qu'il y a quelque chose à faire, un service complémentaire à apporter pour augmenter encore une fois un peu plus le chiffre d'affaires. Tout à fait. Et facilement en plus. Hein. Ouais, tout à fait. Donc on va dire que la base est là. Et après, il manque la touche personnelle que vous allez apporter par rapport à votre vision aussi du projet. Et c'est toujours bien aussi de s'impliquer et d'orienter son projet dans sa propre vision finalement personnelle. Donc il y a pas mal de potentiel à plusieurs niveaux sur ce projet. On a la coque, on a tout qui est bien fait et puis après on peut apporter des petites touches. Oui, complètement. Oui. Au niveau de la maison, l'aspect structurel, la toiture, est-ce que la toiture est en bon état? On va vous montrer les caves aussi, parce qu'on vous fait le tour complet du projet pour pas avoir de surprise, comme si vous étiez avec nous finalement en visite. La toiture, elle est... bon état, on la voit assez facilement de l'extérieur, mais oui, bon état. Ça a été isolé par l'ancien propriétaire il y a maintenant quelques temps, mais on le voit et ça ressort sur le diagnostic. On a les factures d'ailleurs. Donc les diagnostics ont été réalisés. Hein, on n'a pas d'anomalie importante qui en ressort. On a un DPE qui est affiché en C, donc plutôt bien sur une maison qui est ancienne à l'origine, mais on le voit de toute façon, les murs sont isolés, les radiateurs ont été remplacés, donc voilà, un DPE C qui permet de louer assez facilement demain aussi. Ok. En termes de frais, est-ce que tu as une idée du coût finalement pour le chauffage, électricité, de manière globale en fait sur ce type de projet? Quel est le coût de fonctionnement de ce type de bien en fait? Qu'est-ce qui va rester à la charge du propriétaire? Est-ce que tu as les détails par rapport à ça? Je sens mon petit fichier Excel préparé parce qu'effectivement, j'aime bien les chiffres. On est investisseur donc généralement on aime bien les chiffres. Encore une fois, ce que j'envisage sur ce bien, c'est de le louer à minima 60%. Hein, je ne pense pas qu'on puisse louer moins si effectivement demain on va aller viser les OTA, Airbnb, Booking. Encore une fois, aujourd'hui, on a un prix nuitée en semaine à 195 €, 245 € le week-end. Il faut bien se dire que quasiment tous les week-ends c'est loué. Vendredi, samedi, c'est quasiment un coup sûr. On va louer après un petit peu le week-end. Pour arriver à un remplissage à 60%, ce qui fait 18 nuits au total, on pourrait générer 3 862 € de chiffre d'affaires.
Mensuel. Okay. Voilà, ça c'est bien le chiffre d'affaires brut mensuel. Derrière, effectivement, vous avez beaucoup de charges. Si encore une fois, demain, on s'évite les services d'une conciergerie, qu'on a une gestion plutôt en direct, comme on le présentait tout à l'heure, il faut fonctionner en fait par rotation. Quelles sont mes charges d'exploitation par rotation? Quand j'ai repris les chiffres du propriétaire actuel, c'est très simple. Par rotation, ça lui coûte 10 € de frais d'électricité, 3 € de frais d'eau, d'accord. 45 € de frais de ménage, qui sont répartis de la façon suivante: 2 heures de ménage en tout. Dans les 2 heures, on a 1h30 de ménage et une demi-heure de linge. Ici, en 1h30, on fait assez facilement tout le ménage. Et des consommables à hauteur de 25 €. Quand je parle de consommables, on va avoir une bouteille de champagne ou pétillant, une quinzaine d'euros à peu près, voire un peu plus. On va avoir un plateau de courtoisie. Alors on a, mais il n'est pas assez garni là-bas, on peut le voir dans la cuisine. Quelques madeleines, des gâteaux. Je pense que c'est pareil, cette partie-là peut être améliorée. Hein. C'est resté assez simple en fait. Oui, c'est trop peu. Et effectivement, alors on est en Vendée, la Vendée c'est le pays de la brioche. À mon sens, il faut mettre une brioche ici à disposition, même s'il y a une clientèle très locale qui vient ici. Mais pour quelques euros supplémentaires, vous allez apporter beaucoup de valeur ajoutée avec un vrai plateau de courtoisie, à mon sens. J'en reviens à mes chiffres, du coup on serait sur un coût de rotation de 83 €. En clair, si on additionne tout ça par rapport à 18 nuitées dans le mois, on aurait 1500 € de charge. Donc on a quand même pas mal de charges, avec notamment le ménage qui prend le plus de place. Effectivement. Ça permettrait d'afficher un chiffre d'affaires net de 2368 € net. Et là, ici, net, vous avez payé tout ce que je viens de citer: l'eau, l'élec, effectivement, tout ce qui est consommable, le ménage, le linge, etc. quoi. Là, c'est avec une simulation à 60%. On peut s'imaginer dire, ok, à 50%, ça fait combien? On est à 2000 € net. Et à 70% de remplissage, on est à 2776 € net. D'accord. On peut aussi monter à plus, à 80, tout à fait, 85%, parce que je suis convaincu que je pense que tu es pessimiste dans les 60%, quelqu'un qui s'implique, qui vraiment développe ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. On peut facilement monter au-delà. Avec une base aujourd'hui en l'état à 40%, on ne peut plus monter à 60% assez facilement. D'accord, donc en fait, ce qui fait une rentabilité nette finalement sur le projet de 15%. La rentabilité que tu parlais, c'est la rentabilité nette, toute charge déduite. Oui, effectivement, parce qu'on est sur un loyer net, comme je viens de le calculer à l'instant. Donc, tu as le cash flow estimé de ce projet le cash flow en financement. Alors, je pense que c'est des projets où il faut mettre un peu d'apport quand même, parce que les banques appréhendent ce type de projet d'une manière, on va dire, différente de la location longue durée classique. Elles ne vont pas forcément prendre en compte tous les chiffres de la même manière. Donc, par habitude, nous on le voit au niveau des clients, en général, on est au moins à 10-20% d'apport minimum. Voilà. Là, sur la fiche que j'avais rédigée, en apport, j'avais le montant des frais de notaire, à peu près 13 000 €. Voilà, 13 000 € d'apport. On peut monter un peu plus, effectivement. D'accord. Après, on pourrait aussi, puisque la colocation marche très bien sur le secteur, on a le Puy du Fou, encore une fois, qui est à moins de 10 km. On a des saisonniers, le Puy du Fou est ouvert du 1er avril jusqu'au 1er novembre. On a aussi la parade de Noël là, qui ouvre sur le mois de décembre. Donc, et à terme, le Puy du Fou, il faut le savoir, sera ouvert quasiment toute l'année. Les saisonniers ont du mal à se loger, quoi. Donc on peut aussi, pourquoi pas demain, vendre le projet à un banquier en colocation, en disant qu'on a 3 chambres. Complètement. On va tricher un petit peu. On a 3 chambres à peut-être 400 €, ça fait 1 200 € de revenus par mois. Et on va, ici on est sur une enveloppe de 190 000 €, peut-être viser une rentabilité de 7%. Oui, tout à fait, on a un projet qui s'autofinance. On est sur un projet qui s'autofinance, mais avec une exploitation, en tout cas aux yeux de la banque, qui est un peu plus vendable. Je ne vous dis pas que la banque ne croira pas en l'exploitation à gîte romantique. Moi, j'ai réussi à le faire une fois, mais il y a la deuxième fois, je n'ai pas réussi à le faire. La banque ne croyait pas au projet. Donc, il y aura une partie stratégie là-dessus. Cette approche aussi, elle est très intéressante. Ton expérience aura tout son intérêt aussi dans l'accompagnement du client pour l'obtention de son financement. Tout ça, ce regard, cette expérience qu'on a aussi est importante. Oui, tout à fait. Donc, très bien. Et le cash flow, tu me poses la question, Robin. Du coup, avec tous ces chiffres en l'état. 13 000 € d'apport. Voilà, 13 000 € d'apport. Budget total, on a vu 191 000 €, 60% de remplissage. On est à 743 € net. En sachant que j'ai réactualisé avec les taux du moment, j'ai réactualisé la fiche hier. Là, on est sur 20 ans, 4,3 de taux d'intérêt sur 20 ans en assurance. Donc voilà, c'est un peu aussi ce qui se fait en ce moment. Donc 15% net et voilà, 750 € de cash flow. 180 000 €. Ok.
Très bien. Bon, ben parfait. On finit de vous montrer un petit peu le tour. Parce qu'il y a une deuxième, il y a une petite salle d'eau aussi, ici, c'est ça? Il y a une deuxième petite salle d'eau rénovée. Avec le tableau électrique aussi qui est là. Hop. Voilà, on voit que tout a été bien fait avec les disjoncteurs. Parfait. Bon, on voit que tout est neuf, hein. Tout est neuf, tout a été rénové récemment, donc ouais, c'est en très bon état. Hein. De ce côté-là, il n'y a rien à faire, cette salle d'eau. Hein. Et après, on va peut-être montrer un peu les caves. On va aller regarder en bas ce qui se passe. Hop. Alors attention de ne pas tomber. Donc là on est, on est dans les caves, hein, on est bien à la bonne taille. On voit que c'est ça, hein, c'est un plancher béton, voilà, une dalle béton qui a été faite. C'est ventilé, c'est propre, on voit que c'est un plancher ourdi. La maison a été construite avec un plancher ourdi, donc c'est du solide, c'est du costaud. On voit qu'il n'y a pas d'infiltration, d'eau apparente, sachant qu'il pleut pas mal en ce moment. Donc voilà, la cave est plutôt saine. Hein. Ouais, c'est très sain. Ouais. Ok, parfait. Et du coup, c'est vrai que ça permet de stocker. Oui, si, voilà, il y a tout à fait la place de stocker différents produits. Ah oui, tout ce qui est consommable, les bouteilles, papier toilette. Ouais. Voilà, effectivement, ça reste un bel espace quoi, avec le banc d'eau chaude qui est ici. Tout à fait. Voilà. Très bien. Voilà, bah écoute, on a fait le tour de ce projet. Donc si vous êtes intéressé, je vais vous mettre les coordonnées donc, de Nicolas. Vous aurez son adresse mail dans la description. N'hésitez pas à le contacter. Voilà, il vous donnera toutes les informations nécessaires pour vous aider à vous projeter. Et puis pour les autres, écoutez, je vous souhaite à tous de passer à l'action et puis de trouver le projet qui vous correspond. Avant tout, c'est ça, c'est chacun a sa propre sensibilité. Dans l'investissement immobilier, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Voilà, surtout pensez à vous et passez à l'action. À bientôt les investisseurs.